Tout part de la pensée. On pense à quelque chose, c'est une forme pensée, c'est une vibration. Ensuite, une parole, la parole qui vient après la pensée, et ensuite l'action. Donc tout part de la pensée. Tout est vibration, même nos pensées. Donc plus on a des pensées positives, plus on attire des situations positives. Plus on a des pensées négatives, plus on va attirer des situations et des personnes négatives. Donc nos pensées créent notre réalité. Je dispense des soins d'énergie, c'est mon travail principal. Donc soins d'énergie aussi issus de la tradition chamanique pour équilibrer les différents corps d'énergie et permettre à ceux et celles qui viennent me voir en fait de retrouver de plus en plus de vitalité et un mieux-être. J'ai créé un concept que j'ai nommé le dos énergo-santé. Jamais j'aurais imaginé à l'époque, quand j'avais 20 ans, que j'avais des capacités, que j'ai des capacités pour aider les personnes. Au début, je voulais devenir professionnel en cyclisme. Ça, c'était de l'âge de 13 ans à 18 ans. Et comme rien n'arrive par hasard, à l'âge de 18 ans, où justement je voulais complètement essayer dans le cyclisme pendant 1 an, j'ai vécu une agression dans un train. J'ai eu une bascule du bassin par effet de baguette. J'ai un muscle a fondu. Ça a été un vrai déclencheur puisque j'ai vraiment cru que j'allais mourir avec toute ma vie qui a défilé à une vitesse incroyable et aussi la sensation d'avoir pris 10 ans en maturité. Comme si d'un coup ça cassait un schéma de pensée. J'étais plus en train de penser habituellement comme je le faisais. Ça a brisé comme une coque émotionnelle et ça a laissé émerger une présence. C'était vraiment une prise de conscience. J'avais une façon de penser qui n'était pas en adéquation avec le fait d'être heureux dans le bonheur. Je n'avais pas encore accepté cette situation traumatique. Et en fait, j'alimentais le problème. Je faisais partie du problème et je ne pouvais pas m'en sortir de cette manière. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça parce que je suis pas heureux. Je suis tout le temps dans les peurs, je m'entraîne énormément et je passe ma vie à m'entraîner au cas où une nouvelle agression arrive. J'étais complètement enfermé dans ce schéma. Et ce qui fait que, à un moment donné, j'ai dit top, je commence à changer mes pensées. Donc là, la puissance de la pensée, le pouvoir de la pensée, effectivement, en me disant non, je vais accepter la situation pour pouvoir petit à petit la digérer et puis passer à autre chose. Et plus m'empêcher de vivre ma vie au quotidien en pensant qu'une nouvelle agression arrive. Parce que j'étais complètement dans les peurs. Finalement, on constate que souvent ce sont les mêmes types de peurs qui reviennent. Ou en tout cas, c'est le même type d'alibi pour pas être heureux dans sa vie parce que finalement, on n'est pas là pour être malheureux, il faut être clair. Donc pourquoi le serait-on? Et alors là, on va trouver, j'ai pas confiance en moi. Ou bah oui, mais il s'est passé ça dans le passé, donc bah voilà, je peux pas être heureux dans le futur. Bah, d'où ça vient ça? Voilà quoi. Enfin, je veux dire, la vie n'est pas entièrement raccrochée. La vie, elle est pour demain, elle n'est pas pour le passé. On vit pas pour son passé, on vit pour son avenir. On n'est plus encore sur le mot de la maîtresse qui a dit mais tu feras jamais rien de ta vie ou tu comprendras jamais rien à rien. Oui. Ça c'est blessant, ça marque, et ça s'engramme dans le corps, ça s'imprègne dans le corps, et ça nous empêche, et ça nous limite. Et cette pensée, ce souvenir est toujours vibrant, il n'est pas un souvenir en fait, tout simplement. C'est encore une onde qui vibre sur soi, mais tu comprendras jamais rien, et voilà. Et on se retrouve là, on est face à une assemblée, on doit intervenir, c'est un comité de direction, on sent qu'il y a plein de bêtises qui sont dites, hein, que non, là, c'est que des égos qui parlent, mais c'est pas le vrai sujet. On voudrait dire, mais non, mais c'est pas ça, en fait, c'est juste ça, il faut faire... Et on le dit pas. Et alors, bah pourquoi? Parce que là, il
il y a le mental, les pensées, là, tout ce qui nous entoure qui nous dit « Ah non, mais on te l'a déjà dit, là, oh là 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 là, n'y va pas, tu vas te prendre une sacrée remarque, là. » Et puis, comme ça a été la dernière fois quand tu avais 6 ans, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est que c'est pas au niveau du mental, c'est bien une pensée limitante, mais presque qui vient du corps. Le corps dit « Ouh là là, il y a des éléments de contexte là, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vécu il y a très 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 longtemps, mais qui m'a fait tellement mal. » Et du coup, le mental, il dit, le corps, il fait son boulot, il dit, il stresse, il met en stress. Donc on commence à avoir chaud, et puis on se dit, non, là je vais rien dire, là je sais que c'est pas ça, mais je vais rien dire. Et puis on se met dans sa coquille, et puis on se met à ne pas être. Les gens sont encore plus stressés qu'avant. Avant, ils avaient leur stress. Et là, c'est comme s'il y avait un voile dont ils ne sont pas maîtres du tout. Ils ont un peu peur de l'avenir. La peur, les regrets, la culpabilité, l'angoisse, tout ça, c'est des pièges de la pensée qui nous ramènent au passé ou à l'avenir. Alors que tout se joue là, dans le moment présent. C'est aujourd'hui, là, maintenant, je peux décider de mes pensées. Ça veut dire que, ok, j'ai pas le pouvoir sur tout, sur les événements, sur les situations, je maîtrise pas tout. Par contre, je peux décider d'une chose, c'est de la manière dont je vais voir les choses. Et à partir de ça, je peux construire un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Mais c'est moi qui choisis. Et ça, c'est ce qui est passionnant, c'est que c'est pas que de la pensée positive, c'est pas que de la psychologie, c'est aussi au cœur même de la science. Si on s'intéresse à la physique quantique, l'idée qui est au cœur, c'est qu'on baigne dans un bain d'énergie et que tout est vibration. Donc ça veut dire que nos pensées, elles émettent des vibrations, un peu comme une radio qui émet des ondes et qu'envoie des vibrations. Et ces vibrations, elles sont chargées d'une intention et elles vont avoir un effet direct sur la matière physique. Donc, par exemple, sur notre corps. Donc, si je pense que rien ne va plus et que je vais tomber malade, par exemple, il y a des fortes chances que ça devienne ma réalité. Et quand on a compris ça, que nos pensées et nos croyances fabriquent notre réalité, tout change. Alors, on a intérêt à faire attention à ce qu'on va dire et ce qu'on va penser, parce qu'à partir de là, on peut construire la réalité qui nous plaît vraiment. C'est pas une baguette magique, hein, ça nécessite un travail, mais c'est tout le principe de la reconstruction cognitive en coaching, communication et changement. C'est vraiment d'amener les gens, d'une part, à identifier leurs croyances limitantes, parce que c'est pas toujours facile à identifier, tous les schémas de pensée, et ensuite créer des prises de conscience et les amener à développer leur vrai potentiel. En coaching, moi je travaille au niveau du mental, beaucoup au niveau du langage, et déjà ça fait des prises de conscience qui sont énormes. Mais moi ce que j'aime bien, c'est de m'entourer d'autres praticiens et de conseiller mes clients pour aller consulter par exemple un hypnothérapeute qui va travailler au niveau de l'inconscient, ou bien un énergéticien qui va travailler au niveau de la circulation des énergies dans le corps, ou bien une discipline que je trouve fascinante et qui n'est pas très connue, c'est la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est tout simplement ne pas attacher sa vie au passé. Le passé peut, quand on subit un choc émotionnel ou physique, alors ça peut être une peur en avion, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une naissance aussi avec une souffrance fœtale et quand on est né on avait le cordon autour du cou, ça peut être on est né, tout allait bien et puis tout à coup il n'y a pas la délivrance du placenta, l'équipe autour s'affole, on prend le bébé, on le met dans les bras du papa, on emmène tout le monde au bloc, c'est la panique, on a peur de perdre la mère. On va avoir un enfant ou une personne qui va vouloir sauver les autres plus tard. Comment peut-on se souvenir à l'âge adulte qu'on a vécu ça? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et voilà comment on va travailler en mémoire cellulaire en posant des questions au corps. La mémoire cellulaire, pourquoi elle s'appelle cellulaire? C'est parce que c'est le choc émotionnel ou physique était tellement fort que le corps s'en souvient, les cellules s'en souviennent. Et s'il y a des éléments de contexte qui reviennent dans la vie, qui ressemblent aux éléments de contexte de ce moment-là, le corps dit « Oh là là, attention, 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 stress, fuite ».
ouh là là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et là, on se bloque, on se dit oui, enfin, on se bloque pas parce qu'on est censé fuir quand même. Mais et là, on se dit non, non, là, faut pas que je reste, là, faut pas que je fasse, là. Et voilà. Et là, on est sur une vibration du passé dans le présent. Le passé, il faut que tout le monde soit à sa place. Hein. On ne continue pas à vivre avec des vibrations du passé, sinon on s'imagine un peu toutes les vibrations qu'il faudra qu'on traîne derrière nous. Et c'est souvent ça, on traîne ce fardeau aussi souvent. Hein. Si on ne nettoie pas tout ça, on le traîne ce fardeau. Quand la personne me parle, ces formes pensées limitantes sont déjà là. Hein. Donc elle me dit ce qu'elle voit, sa réalité. Ce n'est pas forcément la réalité du corps. Donc moi je vais aller interroger le corps. Silencieusement, mais je vais me connecter en intention sur le moment, et puis sinon je vais poser des questions au corps intérieurement. Et puis je sais, mais j'ai des mouvements des doigts en fait qui me le disent, mais chaque praticien a des signes différents. Je sais que je vais avoir une réponse. Ces réponses, c'est des frissons, ce sont des mots qui m'arrivent. Les questions, je les pose intérieurement, mais avec une neutralité, une intention très forte, et une confiance totale sur le fait que je vais avoir une réponse. Et si c'est bien pour la personne, j'aurai l'information. Au fur et à mesure des séances, il y en a besoin de plusieurs, mais il faut être conscient. On a beaucoup de couches de pensées limitantes, d'expériences tout au long de notre vie, donc on va aller sur les plus fortes et les plus anciennes. Puis c'est comme un oignon, quoi. On enlève les couches petit à petit, les pellicules. Les pensées limitantes, elles sont souvent cachées, elles sont souvent inconscientes même. Tu peux avoir comme croyance au fond de toi que la vie est dure, que c'est un combat, qu'il faut se battre, ou bien que tu ne mérites pas d'être aimé, ou bien que tu ne mérites pas de réussir ou d'être heureux. Tout ça, c'est des croyances. Et souvent, c'est des croyances qui remontent à loin, qui sont héritées de l'enfance. Et donc, la vie va te renvoyer des situations qui vont te prouver que tu as raison dans ta croyance et qui vont te mettre en situation d'échec. Et qui vont t'empêcher d'être libre, t'empêcher d'être heureux. Parce que tu vas te raccrocher à tes croyances, qui sont des schémas. C'est comme des chaînes qu'on aurait aux pieds. Alors, le souci, encore une fois, c'est qu'on n'a pas vraiment conscience de ces croyances. Et on n'a pas vraiment conscience de ce qui se cache derrière, par exemple, une colère ou une frustration, ou quelqu'un qui explose. Parce qu'on vit avec depuis tellement longtemps, et finalement, on ne prend pas le temps de s'arrêter dessus. Et je le vois là, avec le confinement, les gens ont eu plus de temps pour prendre du recul aussi sur leur situation. Et c'est pas du tout étonnant qu'il y ait tant de personnes en ce moment qui aient envie de changement. Que ça soit pro ou perso, c'est comme si ça éclatait d'un seul coup et que enfin les gens étaient obligés de se regarder en face alors qu'avant ils étaient pris dans le tourbillon du quotidien et en fuyant la réalité qu'on ne veut pas voir finalement. Parce que ces schémas de pensée, il faut avoir envie d'aller les découvrir aussi. On a des outils fabuleux pour ça, pour y arriver, mais il faut que la personne soit d'accord, soit acteur pour aller creuser au fond d'elle. Il y a un outil que j'aime bien utiliser en coaching, ça s'appelle la ligne de vie. Je demande à la personne de tracer sa courbe de vie et de m'indiquer les étapes clés et de m'indiquer si c'était des échecs ou des réussites. Donc on obtient une courbe de vie. Et quand la personne découvre sa courbe, alors on prend le temps de l'analyser ensemble, et là c'est souvent des moments forts parce que quand tu réalises que tu as suivi le même schéma de pensée depuis 20 ans et que ce schéma t'a entraîné des situations de mise en échec programmées, et qu'au fond tu n'es pas heureux, ça provoque des déclics. Un exemple que j'ai eu, un cadre à qui on avait dit en tout début de carrière « Oh non, mais toi, t'es pas fait pour être manager. » Ça donne quelqu'un qui va s'auto-saboter toute sa carrière et qui va s'empêcher d'accéder à des postes de management de manière complètement inconsciente. Autre exemple, quand tu as un homme ou une femme qui a intégré fortement l'idée qu'il devait être le mari parfait, la femme parfaite. On se retrouve avec quelqu'un qui, à 40 ou 50 ans, va être bourré de culpabilité quand il va se rendre compte qu'au fond, il n'est plus heureux. Il n'est plus heureux dans son couple. Et donc, on a une personne qui n'est plus elle-même, donc qui va se sacrifier, ou finalement qui va jouer la victime en faisant ça, parce que le schéma familial domine et ça l'emprisonne.
Donc après, j'ai envie de dire, c'est à chacun de décider s'il veut continuer sa courbe sur le même schéma ou s'il dit stop, c'est bon, j'ai compris le piège, je ne veux plus fonctionner sur ce schéma de pensée. C'est qu'un schéma de pensée. C'est qu'un schéma de pensée. Et chacun est responsable de ses croyances et de ses schémas. Et encore une fois, le plus dur, c'est d'aller les dénicher. Parce que se libérer d'un schéma, c'est dur au départ. Il y a tout un processus d'acceptation. Comme une personne qui aura une pathologie et qui ne voudrait pas accepter la pathologie. Et la non-acceptation ferait que ça serait plus compliqué. Ou de penser sans arrêt à la pathologie. Ça serait alimenter la pathologie. Voilà, et à un moment donné, la personne accepte. Et en acceptant, de vivre mieux avec son problème, et pourquoi pas un jour que le problème soit dissous. La vraie force, c'est justement d'être dans cette acceptation. On attire par réflexion intérieure des situations, et souvent, ce qu'il y a de plus terrible de ce qui nous arrive, c'est la meilleure des choses. Je pense que dans notre société aujourd'hui, on est toujours sollicité par tout un tas de choses qui nous sortent de nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a toujours quelque chose qui nous dit « Ah, reviens vers l'extérieur ». Je pense que ces choses qui viennent de l'extérieur, qui brillent, c'est d'immédiateté. C'est quelque chose qui arrive dans l'instant. Donc peut-être que ça flatte, peut-être que ça fait du bien, peut-être que ça rassure. Pour moi, ça reste quelque chose qui est artificiel, qui va revenir un jour. Un jour, ce qu'on fuit de cette manière, je pense qu'on va le reprendre. On va le reprendre comme un boomerang. Il n'y a pas de monde extérieur, c'est le monde intérieur qui s'exprime dans le monde extérieur. Chaque personne voit le monde extérieur à sa façon, en fonction de comment elle a créé sa réalité. On cherche à l'extérieur quelque chose qui n'existe même pas vraiment. Tout part de l'intérieur. C'est la découverte à l'intérieur de soi qui va s'exprimer à l'extérieur. Le désir ou le plaisir à l'extérieur et le bonheur à l'intérieur. Au départ, c'est ce qu'on cherche à l'extérieur en pensant que ça va être bien. Et puis quand on s'aperçoit que finalement ça ne nous apporte pas le bonheur, eh bien on fait un véritable travail d'introspection. Et comme l'a dit à juste titre Eckhart Tolle, l'univers s'expérimente de lui-même à travers la forme et qu'à un moment donné, il y a un retour vers soi. Il y a une impulsion dans l'univers. La première impulsion, c'est effectivement à l'extérieur, d'avoir un travail, se marier, avoir des enfants. Et ensuite, il y a une deuxième impulsion, c'est de retourner, comme on dit, à la maison. Ça veut dire vers soi. Et si on n'écoute pas cette impulsion, qui arrive en général un peu plus tard, en âge, eh bien la personne résiste à cette impulsion. Et là, au lieu de faire ce retour en introspection, eh bien elle résiste et elle va continuer à s'accrocher à son histoire. Et justement, en s'accrochant à son histoire, il n'y a pas la découverte de notre potentiel intérieur. Si une personne, au lieu d'accepter les situations, est en rébellion, c'est déjà la rébellion envers elle-même. Donc la non-acceptation de ce qui joue pour elle. Donc la personne se bat contre elle-même. Donc si elle se bat contre elle-même, c'est comme si elle se recroqueville, elle se referme. Et comment elle pourrait être bien avec les autres si elle n'est pas bien avec elle-même? C'est pas possible. Tout part de soi. D'abord soi-même, et ensuite le partage avec l'autre. Tout part de l'intérieur et de nos pensées. J'accompagne des personnes sur les prises de parole en public. Typiquement, si tu penses que tu vas rater ta présentation orale, par exemple, t'émets une vibration négative en faisant ça. Ah bah, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau l'intègre, cette pensée automatique, et va le transformer en réalité. Comme ça, tu auras raison. C'est tout le principe des prédictions autoréalisatrices. Tu vas t'apporter la preuve que tu as raison. Et ça, c'est l'ego qui veut ça. Hein. Donc ça va s'auto-vérifier et tu vas échouer, ou tu vas te stresser, ou tu vas carrément te bloquer lors d'un examen ou d'une prise de parole en public. Puis après, tu me diras, ah tu vois, je t'avais dit que j'allais me planter. Et je dis toujours ça aux personnes que j'entends se critiquer elles-mêmes. Attention quand tu dis ça, ton cerveau pourrait l'entendre, ça pourrait devenir ta réalité.
Parce que nous sommes ce que nous pensons et avec nos pensées, nous construisons notre réalité. C'est une citation de Bouddha que j'aime beaucoup. Maintenant, si tu inverses cette pensée et tu te dis « je vais réussir, j'en ai les moyens, j'ai travaillé pour, c'est ce que je veux vraiment, je sais que j'en suis capable », et bien là, ce que tu fais, c'est que pas à pas, tu entraînes ton esprit à être confiant, à être positif. C'est un conditionnement, mais positif. Et le cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et on arrive à te dire t'es nul, pourquoi pas le croire? C'est tellement plus facile de voir les choses négatives en nous, de nous attirer vers l'externe encore. C'est plus facile. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bon, on n'est pas terrible. On reçoit tout le temps ça, tout le temps au travail, on reçoit ça. Les gens qui travaillent, ils reçoivent, oui, vous n'avez pas assez donné. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent et on leur dit encore, vous n'avez pas assez donné. Et on leur dit pas, écoute, votre truc là, il est vachement beau. Bon, décider de modifier ses pensées, c'est pas simplement se dire allez, je positive, j'ai des pensées positives, donc maintenant ça va aller. Ça marche pas, ça a un effet limité. Il faut vraiment faire un travail de fond pour les transformer. Et déjà, le premier travail, c'est de les identifier. Et ces croyances, elles sont dans le langage en fait. Moi, je les vois dans les phrases qu'utilisent les personnes. Ça commence par des mots comme « j'ai peur que »,« je mérite pas »,« je suis trop ci »,« je suis trop ça »,« je suis pas assez ci, pas assez ça »,« je peux pas », etc. Et c'est aussi des expressions qui sont des généralisations. Les gens sont pas fiables, la vie est dure, faut faire confiance à personne, on change pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai toujours été nulle en prise de parole en public, donc ça ne va pas changer, c'est l'horreur, etc. Et tout ça, c'est des exemples de croyances. Et c'est des croyances parce qu'on pense qu'elles sont vraies, en fait. C'est pour ça qu'elles nous enferment autant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les identifier, prendre du recul pour en prendre conscience et après pouvoir s'en libérer. Et quand elles sont vraiment trop ancrées au fond de nous, c'est bien de passer par un travail d'hypnose parce que là, on va pouvoir aller agir au niveau de l'inconscient pour les déloger. L'hypnose, c'est un peu comme un jeu dans lequel on veut entrer. Pour l'hypnose, ils viennent pour des problèmes assez variés. Ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être du stress qui les empêche de passer des examens, les douleurs chroniques, des douleurs aiguës, des souffrances plutôt psychiques. Alors quand il y a douleur chronique, il y a beaucoup de douleurs et un peu de dépression ou d'insatisfaction, de perte de confiance. Beaucoup de gens viennent pour un mal de dos. Et souvent je leur demande, mais qu'est-ce que vous portez sur les épaules? Il n'y en a pas un peu trop là? Et effectivement, alors ils comprennent, mentalement ça ils comprennent. Je pense que dans la séance, j'essaye de les amener, enfin je les amène à sentir autre chose, à se découvrir avec des sensations de confort, de légèreté. Les migraines, c'est effectivement, il y a des tensions, ok, mais il peut y avoir des contradictions dans la vie de la personne. Des choses qu'elle accepte de faire ou de subir, des soucis aussi qu'elle se fait pour une autre personne. Enfin, bon, c'est quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas calé chez elle. Et du coup, ça travaille sans arrêt. Pour certaines personnes, avoir ces symptômes, c'est pas si grave, elles continuent leur vie. Et c'est comme si on voyageait avec une valise et on y mettait des choses mais complètement obsolètes, trop lourdes, usagées, néfastes, une bombe peut-être, j'en sais rien, mais qu'on continue à vivre complètement comme si de rien n'était. Ce que nous faisons, nous, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, ce n'est pas non plus de la relaxation. Et ça se situe entre les deux, c'est-à-dire qu'un état de détente est nécessaire et utile pour justement laisser lever toutes les pensées parasites, toutes ces pensées qui sont porteuses d'idées fausses, parfois négatives, et qui entraînent la personne dans une vie un peu rétrécie, une répétition d'habitudes
négatives ou de comportements qui sont des obstacles dans sa vie, qui ne lui rendent pas la vie facile. L'hypnose va apporter à la personne une connaissance d'elle-même, une connaissance de toute une sphère qu'on appelle subconscient ou inconscient, et dans laquelle elle détient des ressources qui vont faciliter sa vie, améliorer sa vie, lui rendre la vie plus large et lui permettre de réaliser des projets, de réaliser des changements, d'être en phase avec elle-même, son entourage et un environnement encore plus large. Quand il y a un manque d'énergie, quand il y a un truc à l'intérieur de toi qui vit plus, qui vibre plus, c'est un peu comme la lumière d'une bougie qui s'éteint. Et si tu continues à faire l'autruche, à mettre un masque, à faire comme si tout allait bien, parce que officiellement tu as tout pour être heureux, tu as la belle maison, le beau jardin, la belle voiture, la famille parfaite, eh bien tout ce que tu vas faire, c'est accentuer le phénomène. Et au bout d'un moment, tu vas développer des émotions négatives, le stress, la peur, les doutes, tout ça. Et toutes ces émotions négatives, elles vont entraîner des comportements négatifs. Ça va être de l'agressivité, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, enfin, autant de miroirs de la peur. Et si tu continues encore, là c'est le corps qui va prendre le relais. C'est lui qui va t'envoyer des messages. Et ça peut se traduire par un burn-out, par une dépression ou pire, hein, par une maladie. C'est d'abord la conscience. C'est d'abord la conscience et ensuite le corps qui va manifester où en est la personne. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on parle de maladie, qu'est-ce que le mal il dit par rapport aux pensées et peut-être de recadrer sa manière de penser. Et quand ce n'est pas le cas, justement, il y a des situations de vie qui arrivent pour permettre à la personne d'écouter cette situation et de changer ses pensées. Et lorsque souvent ce n'est pas écouté, une situation plus difficile arrive. Quand une personne résiste à ce qui est, elle crée de plus en plus de souffrance. Résister, au lieu d'être dans l'ouverture. Chaque personne voit le monde extérieur à sa façon, en fonction de comment elle a créé sa réalité, justement par ses pensées. Comme un ordinateur avec tout un programme. D'où l'importance, pour moi, à un moment donné, de faire silence, retour vers soi. Et essayer de se voir avec plus d'envergure, plus de hauteur. Comme l'aigle, qui voit avec plus de hauteur. Et ça permet d'un moment donné de sortir du schéma dans lequel on évolue pour mieux le voir. C'est énorme de se rendre compte qu'on n'est pas soi. C'est juste un cadeau de la vie. Si on ne le voit pas, moi j'en suis l'expérience, hein, si on ne le voit pas, pouf, on tombe sur un cancer. Ah bah zut alors, ah bah zut, j'ai un cancer, qu'est-ce que je vois pas? Bon, puis voilà. Et puis, moi je me pose la question, quand même, là, bizarre. Bon. Et puis, quelquefois, on ne se pose pas la question, on se dit « Ah non, mais c'est encore, voilà, ça m'arrive dans ma vie, c'est une fatalité, c'est moi, c'est... » Et puis déjà avant, ouf, là, ça y est, on tire un truc du passé, là, c'est parti, et ça résonne toujours là, et puis on pense que, bah oui, la maladie, parce que ces pensées qui vibrent, elles vont finir par affaiblir des organes. C'est le principe de médecine chinoise, hein, voilà. L'organe, après, il ne sait plus se défendre, il n'est plus en joie non plus, hein, et tout simplement, et la maladie s'installe. La maladie s'installe non pas parce que l'organe est complètement faible. Oui, bien sûr, elle peut s'installer par la faiblesse, mais l'organe, là, c'est un signal qu'il donne en laissant venir une maladie. Il dit, ben voilà, là je suis tout... J'ai plus d'énergie, j'ai plus de joie, en fait, et plus de lumière. Et voilà, donc je suis malade. Donc fais attention à moi, enfin, occupe-toi de moi, quoi. Et voilà, quoi. Tu fais plein de choses qui vont à l'encontre de l'harmonie, et j'ai donné plein de signaux, quoi. Enfin, voilà, et... T'as pas entendu, on a soigné les signaux à chaque fois, et puis la source du mal-être, la source, juste ce fait que tu n'évolues pas dans un environnement où tu es toi, où tu peux être toi, en plénitude, quoi, enfin en joie, dans ton travail, etc. Et pourquoi tu t'autorises pas à aller faire un autre travail où tu es en joie? Pourquoi? Cette question pose le corps, cette question pose la maladie, en fait. Et voilà, donc quand on n'écoute pas, la maladie, elle est, ça va, elle est bénigne, et puis elle est plus grave, et puis pourquoi on est en vie si c'est pas pour vivre? Jusqu'où les pensées peuvent agir sur notre corps? Et dans quelle mesure on est capable de s'auto-guérir?
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un dialogue constant entre le corps et l'esprit. Et c'est un peu comme si le corps était l'écran sur lequel on projette nos pensées. Et il y a une étude qui est très frappante à ce sujet, qui a été menée aux États-Unis et qui est citée par Thierry Janssen dans son livre « La solution intérieure ». On a demandé à un groupe de personnes bien portantes d'imaginer la contraction de leur muscle adducteur du petit doigt ou de leur biceps pendant 15 minutes par jour et sur 3 semaines. Simplement imaginer cette contraction par la pensée. Et les résultats sont absolument bluffants. La puissance du biceps avait augmenté de 13,5% et celle du muscle du petit doigt de 35%. Juste par le mécanisme de la pensée, on n'avait pas du tout fait travailler les personnes. Donc ça veut dire qu'on est capable d'augmenter sa force musculaire simplement par le pouvoir de la pensée. C'est fascinant. Ça veut dire que, imaginons, on pourrait par exemple simplement par la pensée, par la visualisation, accélérer la réparation d'une blessure. Voilà. Je crois qu'on n'a pas fini d'explorer ce lien entre corps-esprit et ni d'ailleurs le pouvoir d'auto-guérison. Il y a des personnes qui explorent les bienfaits du jeûne thérapeutique, par exemple, ou même les effets thérapeutiques du froid pour détoxifier le corps, ou même pour soigner. Ma vision par rapport au jeûne, alors en ce qui me concerne, moi j'ai fait une quinzaine de jeûnes. Je commençais par des jeûnes courts, 3 jours, 7 jours, et ensuite des jeûnes plus longs, puisque j'ai constaté que ça me faisait un bien énorme. C'est un véritable nettoyage, une purification. À partir de 3 jours, on entre en autolyse, et c'est là que le corps commence vraiment à se nettoyer. Se nettoyer de quoi? Des toxines. Et donc forcément, quand on est trop intoxiné, on ne peut pas être en bonne santé. C'est comme des bouchons dans le corps, et quand on se libère de ces bouchons, on se sent mieux, l'énergie circule mieux. Tout en fait est plus pur, c'est une purification. D'ailleurs c'est connu un petit peu dans les religions, les jeûnes, pour une purge, un nettoyage. Une personne a la possibilité de savoir quand c'est le bon moment de jeûner. C'est-à-dire, même si c'est jeûner 24 heures, si la personne se sent trop lourde, sent qu'elle est trop intoxinée, là effectivement le jeûne ça fait un bien extraordinaire. Et puis aussi le jeûne va nettoyer en fait en premier l'acidité dans le corps. Donc l'acidité ça nettoie la peau, ça a tendance à retendre un petit peu la peau. En tous les cas moi je l'ai constaté pour moi. C'est-à-dire j'avais la peau plus tendue, mais pas tout de suite après le jeûne, c'est le temps que le corps se réadapte après le jeûne. Et il y a une réoxygénation, il y a une sensation de vigueur, de tonicité, une sensation de légèreté et un mieux-être global. C'est fabuleux. En ce qui me concerne, c'est ce que j'ai ressenti, c'est fabuleux. Maintenant, je sais que ça peut être dangereux pour certaines personnes qui ont des pathologies. En fait, pour les personnes qui désiraient faire un jeûne, je pense que ce serait bien qu'ils se rapprochent de la médecine pour être encadrés au moins par un naturopathe qui est médecin et qui pourrait justement suivre la personne qui jeûne et vérifier son état de santé au fil des jours du jeûne. En parallèle avec la pratique du jeûne, je me suis intéressé à la technique Wim Hof. En fait, c'est un homme qui est recordman du monde à rester dans un tube de glace pendant plus d'1 heure et demie, donc ce qui est complètement hors norme. Et pourquoi je me suis intéressé? Parce que lorsque j'ai passé ma formation d'EGEPS en taekwondo, j'ai vu qu'il y avait une salle dédiée au froid pour les grands sportifs. Et en fait que ça apportait un grand bien-être d'un point de vue musculaire. Et donc j'ai commencé sa méthode il y a environ 1 an. Et effectivement, le cycle respiratoire qu'il propose, qui a été prouvé par la science, comme quoi ça permettait de se sentir plus vivant, puisqu'il y a plus d'oxygénation dans le corps, et aussi que ça enlève petit à petit l'acidité dans le corps, de par le fait qu'il y ait une oxygénation, mais beaucoup plus grande.
puisque c'est 40 cycles respiratoires, inspiration, expiration, avec des apnées, donc à faire tous les jours. Et ensuite, je prends ma douche froide. Alors il y en a, c'est des bains froids. Moi pour l'instant, je n'en suis pas encore au bain froid, mais à la douche froide. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu difficile, mais avec la pratique des cycles respiratoires, on crée de la graisse brune. Et cette graisse brune, alors bien sûr, ça ne fait pas grossir, ça permet de résister au froid. Donc c'est assez étonnant, mais lorsque je prends les douches froides, il n'y a pas de frisson. Je n'ai pas de frisson, je sens le froid, mais je sens un bien-être. Le froid apporte vraiment une sensation de vitalité. Et ça crée une vasoconstriction des vaisseaux dans un premier temps, mais ensuite une vasodilatation. Donc quand tout recircule, une fois que ça s'est un petit peu refermé de par le froid, eh bien on a une sensation d'avoir plus d'énergie. Bon, on a des techniques qui sont douces et en même temps très puissantes, comme la méditation ou l'auto-hypnose. Je prends l'exemple de la méditation. Moi, c'est une pratique que je pratique depuis 10 ans maintenant. Et je me souviens, la première fois où on m'avait proposé d'essayer, j'avais dit non, 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 alors ça, c'est pas du tout mon truc. J'étais impatiente, j'étais stressée, donc incapable de m'arrêter 5 minutes et de faire silence. Et maintenant, j'ai besoin de mes 30 minutes de méditation par jour. Et parce que ça me fait du bien, tout simplement. Et je ne vais pas me transformer en moine bouddhiste pour autant, mais une méditation, chez moi, ça peut vraiment me faire passer d'un état d'esprit de tristesse à une joie profonde, vraiment. Donc, faut expérimenter. Après, je pense que chacun le vit à sa façon, mais pour moi, c'est un outil très puissant. Ouais, ça me va. Mais ça ne correspond peut-être pas à tout le monde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que la science s'y intéresse. Avec Mathieu Ricard, il y a des expérimentations qui sont faites sur la méditation et qui montrent les bienfaits contre le stress, sur la gestion des émotions ou pour limiter les risques cardiovasculaires. Donc, on a quand même de plus en plus de preuves des bienfaits de la méditation. En tout cas, je la conseille à tout le monde. La méditation, c'est un outil, je ne sais pas si c'est vraiment un outil, mais c'est vraiment formidable pour retrouver une sérénité, un calme intérieur. Et puis même pour se soigner. Puisqu'en méditant, étant donné qu'on va s'éloigner petit à petit du mental, en étant dans ce vide intérieur, ou en essayant d'être connecté à un espace plus profond en nous, on va ressentir cet état de fraîcheur, de vide. Et là, à ce moment-là, on va ressentir une plus grande vitalité. Et puis, de toute façon, l'intelligence de la vie, quand on médite, dès qu'on fait silence, le silence a un véritable pouvoir, un vrai pouvoir en fait d'auto-guérison. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on entend le brouhaha extérieur, c'est qu'il y a du brouhaha intérieur. Et puis un jour, par la méditation, on a l'impression que tout est calme, qu'il manque de la musique, ou c'est des paliers, des capes à passer, parce qu'à l'intérieur de soi, en fait, on commence à ressentir un peu plus le silence, jusqu'à l'harmonie. Le bien-être, l'harmonie, une sensation de paix, de quiétude. La méditation amène à une espèce de vide. On est à la recherche à la fois d'une plénitude, d'un vide par rapport aussi à tout ce qui peut être agressif par rapport à l'extérieur. Alors qu'avec l'auto-hypnose, on va cibler un objectif positif par une suggestion que la personne peut se faire. Par exemple, ma relation avec mes enfants s'améliore de jour en jour. Ça peut être une suggestion. Les suggestions peuvent être sur un plan physique, une amélioration de la santé, ou sur un plan plus relationnel, psychologique. La suggestion c'est toujours pour soi. On ne va pas faire un vœu pour que quelqu'un d'autre change. Ça pourrait être aussi une petite question que les gens pourraient se poser. Il ne s'agit pas de magie du tout,
mais d'une intention profonde. Le pouvoir de la pensée, ça donne une autonomie à la personne, parce que c'est vraiment comme un outil facile, sans effet secondaire négatif. Et vraiment, je dis qu'il faut en user sans modération. Pour moi, la méditation, ça correspond à un parcours d'un instant. Qu'on arrive à tenir 1 minute, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure un quart, moi je ne sais pas. Chacun fait comme il peut, là, dans l'instant. Il y a des gens qui me disent « Oh, la méditation que j'ai faite, mon Dieu, là, c'était pas possible. » Puis l'autre à côté, il dit « Oh, c'était génial ton truc, j'ai bien respiré, merci, et trucs comme ça. » Mais le même moment, le même instant, on a tous une manière, on n'est pas uniforme. Et c'est justement ça que la société, tout le temps, est en train de nous mettre dans le nez. On a l'impression qu'on est tous uniformes. Non, on a des corps différents, on a des manières d'être différentes, on a une éducation différente, on a des perceptions différentes, on a des intuitions différentes. Donc recevez-les, et c'est ça qui est important. Recevez, il faut recevoir ce qu'on est nous et pas ce qu'est l'autre à côté, ou ce qu'on essaye de nous imprimer dans la tête en nous disant « il faut que tu sois ça ». Toute activité ou toute chose qu'on fait, c'est notre chemin, c'est là où on doit être à ce moment-là. Et puis, il y a des rencontres qui sont dans la vie et de cette rencontre peut naître quelque chose. Parce que, voilà, on fait du foot pendant 15 ans et quelque part, il y a un moment donné où ça s'arrête. Moi, par exemple, dans le football, je ne me serais jamais vu continuer jusqu'à 60 ou 70 ans en me disant voilà, non, j'avais besoin de renouvellement. C'était comme si j'avais fait ce que j'avais à faire là-dedans. L'aïkido, c'est un autre monde, les arts martiaux, c'est un autre monde, c'est un monde de relations avec soi, c'est un monde de rencontres humaines vraiment très importantes. Ouais, ouais. Et cette gestuelle fabuleuse, quoi. Souvent, on nous dit, en aïkido, vous avez une gestuelle simple, libre, c'est beau à vous voir, je crois que toutes les démonstrations me le disent, donc il n'y a aucune prétention en le lisant. Et en même temps, quel travail d'arriver à cette simplicité. Il y a une arme de paix, hein, puisqu'on est dans un art martial de paix, une arme de paix qui s'appelle le Jo, qui est un bâton d'1,28 m et qu'on peut saisir un peu partout, on crée un mouvement avec comme ça. Et cet art de paix, pour moi, il est vraiment en connexion avec la Terre. Cette arme de paix est en connexion avec la Terre. Et se déplacer dans l'espace comme ça, avec des spirales, avec des... Ah ouais, c'est vraiment... Par exemple, cette arme, ouais, c'est presque passionnel, ce rapport avec cette arme. Les arts martiaux, ils se sont transformés avec le temps. C'était des arts guerriers où on apprenait à se battre en tuant. Hein. Les samouraïs, c'était quand même un petit peu ça. Et au fur et à mesure des générations, il y a quelque chose qui s'apaise. Et qui, en tout cas dans la Kiryu, qui amène de la douceur. Qui amène, bien sûr, on enseigne un art martial, bien sûr, on enseigne. Mais on n'est pas obligé de faire mal à l'autre. On peut aussi se construire avec. Pour moi, l'idée de se construire avec cet art martial, de construire l'individu, de construire la personne, de la faire évoluer, qu'elle arrive à se transformer. C'est pas moi qui la transforme, c'est elle parce qu'elle avance, qu'elle se transforme. Moi, je donne des outils. Dans les arts martiaux, c'est vraiment faire un travail pour se grandir de l'intérieur, se grandir, s'aimer davantage, aller au-delà de l'ego, être plus en harmonie avec soi-même et avec les autres, se respecter, ne pas vouloir être plus que l'autre, mais faire de son mieux, ne pas vouloir copier l'autre, sinon on s'empêche de découvrir notre potentiel. Les gens qui viennent ici, c'est un peu comme un havre de paix. Et je leur fais comprendre que c'est une séance, pour eux, c'est un moment où ils vont vivre autre chose et qu'ils vont repartir avec ce changement, ce bien-être, peut-être une clé aussi, un outil. Quand je leur apprends l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est une clé, c'est pas forcément la clé du bonheur, mais c'est l'image que j'emploie. Pour sortir d'un enfermement. Chaque être humain a une histoire différente et en fonction de son histoire, eh bien, c'est à elle de s'adapter et de dire oui à la vie quand ça arrive avec le courage. Avec le courage, s'il y a un changement qui arrive, si ça arrive, c'est pas un hasard. Si les moments présents s'expriment d'une telle façon ou d'une telle manière,
en fait, c'est pour que la personne suive ce courant qui se présente à lui. Et effectivement, là, il peut y avoir vraiment un virage à 180 degrés. Mais sans courage, de toute façon, comme je l'ai dit, rien n'est possible. Rien, puisque de toute façon, ça crée un arrachement. Il y a des liens qui sont créés, et quand, à un moment donné, on dénoue ces liens, c'est ça qui fait mal. Le courage, c'est de se choisir soi. Ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que ça oblige de prendre des décisions des fois radicales. Et puis avec des personnes autour de soi qui sont dans l'incompréhension. Et puis le bonheur, c'est d'être soi. De ne pas faire semblant. De ne pas vouloir faire plaisir, alimenter le désir des autres, et non pas son propre désir. Donc ça veut dire être en vérité avec soi-même, être honnête, être vrai. Ça, c'est un acte de courage. Le courage, c'est d'avancer dans la vie en étant honnête, vrai. Voilà, c'est sortir du mensonge, du paraître, c'est faire tomber le masque, c'est être vrai. Le courage, c'est aussi être ni sauveur ni victime, mais juste responsable de ses choix. Même s'il faut faire des choix difficiles, le courage, c'est d'être soi, c'est d'être vrai, oui, et pour moi, ça paye toujours en retour. Et automatiquement, l'univers va nous renvoyer, va nous ouvrir les bonnes portes, nous faire rencontrer les bonnes personnes. Toujours, toujours. Et à l'inverse, si on n'a pas le courage d'oser dire, d'oser faire, d'oser changer, on le payera un jour. Et à un moment donné, le masque va tomber et ça se retournera contre nous. Donc il y a une citation que j'aime beaucoup. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre presque immédiatement. Le problème, c'est que souvent, on continue à regarder la porte qui s'est fermée et on perd du temps. Et le courage, c'est très doux aussi. C'est très doux le courage. Courage, c'est de s'aimer. Courage, c'est de dire oui, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Le courage, c'est d'accepter ce que l'on est, de voir ses peurs. Ça, c'est du courage. Le courage, c'est pas forcément de foncer comme une brute avec toutes ces pensées limitantes bien rangées au bon endroit. Le courage, c'est de se regarder. Le courage, c'est de s'aimer. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important dans son chemin de vie. Tu as toujours le choix. En fin de compte, dans la vie, ce qui est difficile, c'est de savoir qu'on a le choix. Je pense que ceux qui se remettent en question ont du courage. Le courage, c'est pas simplement être infirmier ou faire la guerre ou un truc comme ça. Je pense qu'on est chacun courageux. Je pense que quitter son travail et venir à mon cours, il faut du courage. Se remettre en question, il faut du courage. C'est difficile de se remettre en question. On est très bien dans notre système. On est très très bien dans notre système. Pourquoi le changer? L'hypnose, ça amène un changement. La personne vient pour un changement. Elle ne sait pas trop. Et c'est très difficile de changer. C'est un confort, on ne va pas trop se casser la tête à changer. Un changement, ça peut être inconfortable. C'est pas les bisounours. Hein. Donc ça s'installe pendant la ou les séances d'hypnose. Ce devenir ou cette vie qui va être transformée. Et puis on peut toujours, le changement il peut être amené par suggérer à la personne, en rentrant chez elle, vous allez faire un petit changement. Changer quelque chose, vous achetez quelque chose ou changer la place d'un tapis, débarrasser, si c'est le tabac, enlever tous les cendriers, faites du propre, changer l'air. Quand on change, on attire d'autres choses parce que tout est vibratoire. Donc cette vibration-là, on s'est dit qu'on allait s'occuper de soi, qu'on n'était plus le sauveur. On va arrêter d'attirer des gens qui ne sont pas bien dans leur vie et qui comptent sur vous pour les soutenir et les aider. On va attirer des gens qui sont beaux pour votre vie, voilà, et qui vous font encore avancer sur ce chemin-là. Et ça, c'est perçu de l'extérieur. Et ça, les autres personnes le voient. Le changement, c'est accepter de créer du vide pour le remplir avec de nouvelles choses. Si je crée du vide en changeant de métier ou en me séparant de mon conjoint, c'est parce que l'un ou l'autre ne correspondent plus à ce que je suis devenue.
ou parce que je suis plus heureux tout simplement. Donc j'assume et je m'offre une chance de recréer quelque chose qui correspond à ce que je suis devenue. Parce que rien n'arrive par hasard en fait. Donc quand il y a un appel au changement, il y a deux attitudes possibles à avoir. Soit tu t'en détournes du changement, tu résistes, donc là tu stagnes ou tu recules, et tu peux être sûr que le problème il reviendra un jour. Sous une autre forme, mais il reviendra. Soit tu l'acceptes, cet appel au changement, tu le vois comme une opportunité, et là tu avances, et tu dis oui à la vie. En fait, derrière chaque crise qu'on vit, il y a une opportunité. Derrière chaque échec, il y a une occasion d'apprendre. C'est pas pour rien que la plupart des grands leaders ont échoué plein de fois avant de réussir. Tu prends Edison dans la science, ou Federer dans le sport, ou Steve Jobs dans les high-tech. Tous, ils ont ce point commun d'avoir échoué plein de fois avant de réussir brillamment. Sur le moment, on voit la montagne et on se détourne du changement pour revenir au confort, et même si on n'est pas heureux. Donc le changement, moi je l'ai vécu, c'est dur sur le moment, ça peut faire mal, mais le plus souvent c'est une chance et ça libère. Il faut bien créer une fissure pour faire entrer la lumière. C'est aussi l'idée de deviens ce que tu es parce que personne ne le fera à ta place. Donc le changement, non, il ne faut pas en avoir peur. Oui, on peut avoir peur de ce qu'on peut réaliser. Ouais, on peut avoir peur de ce qu'on peut. On a peur de ce qu'on peut réaliser. Ouais. Et je pense que c'est la base c'est la base de l'enseignement de la Cario. Ouais. C'est se réaliser, de ne pas en avoir peur. Ouais. Pas avoir peur de cette lumière. Elle est trop belle. On a des obstacles à dépasser. Ces obstacles, c'est une aventure. C'est une belle aventure. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas une belle aventure. C'est difficile, ça peut être difficile. Mais quand on la surmonte, quand on le dépasse, et ben voilà, c'est fini et c'est autre chose. Et donc voilà, les cadeaux, c'est pas que des cadeaux en mode cadeau d'anniversaire. On est des cadeaux, c'est des événements de vie qui nous feront progresser. On peut avoir peur aussi de toutes ces capacités qu'on a, mais après, voilà, on a peur de choisir, on a peur forcément on a peur de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et cette joie de vivre, on ne la connaît pas forcément. On peut passer sa vie à ne pas la trouver, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce travail de se détacher des vibrations du passé, c'est une pleine confiance et une pleine curiosité dans ce qui va arriver dans l'avenir. Ça, c'est important, d'être en joie et de retrouver en joie, et en joie de ce qu'on ne connaît pas mais qui va arriver. C'est top, ça. Gardez cette joie. Allez la trouver dans des moments où on n'aurait pas forcément envie, mais comment ça peut venir? Mais en laissant cet imaginaire. Gardez notre imaginaire, gardez ce qu'on a quand on est enfant. Continuez à bouger, danser chez vous, écouter de la musique, regardez les feuilles qui bougent, regardez ce qui est beau et tout près de soi. Bouger, partager, s'ouvrir aux autres, écouter son cœur, être vrai, choisir l'amour plutôt que la peur, parce qu'à la fin on y gagne toujours, même si ça passe par des moments difficiles. L'amour, c'est notre seule raison de vivre, c'est ce qui reste à la fin. C'est notre oxygène. Il faut aller mettre en place la confiance totale dans l'avenir et dans ce que va nous apporter l'univers. Il suffit de demander. Il suffit d'être dans cette attention en disant « c'est ça, oui, je veux ça pour moi et c'est ça qui me fait du bien. Et c'est ça qui fait que je suis en joie. » Quand on est juste avec ça, je n'ai jamais vu que ça n'arrivait pas en fait. Pas forcément évident de savoir que il y a une voie de sortie, il y a une issue, et c'est d'y croire. Et quand on y croit, on a cette foi, et si on fait ce qu'il faut, un jour, on a cette porte qui s'ouvre, et on a cette possibilité de se voir autrement, et de voir la vie autrement, et de se libérer de ce qui faisait souffrance et poids dans son passé. On est tous un. Et en fait, on récupère cette sensation d'être un par le fait de petit à petit ouvrir son cœur. Et plus le cœur s'ouvre, plus on ressent cette sensation de l'unité. La vie est merveilleuse.
Elle veut tout pour nous. C'est nous qui résistons.